Je m'appelle Eugénie, j'ai 39 ans. Petite, je n'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. Dès mon adolescence, j'ai été en surpoids. À 19 ans, je pesais 85 kilos. Quand je suis tombée enceinte, pour la première fois, j'ai pris 20 kilos. J'ai voulu me reprendre en main en reprenant un régime, moins 10 kilos sur la balance. Pour les 4 grossesses suivantes, j'ai reproduit le même schéma, plus 20 kilos, moins 10 kilos. Aujourd'hui, je pense que la meilleure solution pour moi est la sleeve. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Comme 15% des Français, Eugénie, que l'on vient de découvrir sur ces images, souffre d'obésité. Après des années de régime en tout genre, elle a décidé de se tourner vers la chirurgie pour venir à bout de ses kilos en trop. Bonjour Eugénie. Bonjour Sophie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Courageux de venir témoigner, vous venez chercher des réponses et des conseils, des réponses aux questions que vous posez. À l'aube de la quarantaine, vous avez donc décidé de subir une intervention chirurgicale. Quel type d'opération avez-vous choisi? Qu'est-ce qui a motivé ce choix de la sleeve? Donc en fait, j'ai une amie qui s'est fait opérer et ça a super bien fonctionné. Donc ça m'a donné envie à mon tour d'essayer cette opération après plusieurs échecs. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu recours à des opérations? Vous n'avez pas essayé l'anogastrique? Non, aucun, non. Est-ce que vous avez des appréhensions? Bon, je pense comme toute opération, il y a des petites appréhensions, mais bon, avec un bon suivi, je pense que ça va le faire. Alors justement, nous avons construit cette émission autour de vos interrogations. J'imagine que vous avez déjà fait connaissance dans les coulisses avec les femmes qui sont à vos côtés. Leur parcours à chacune d'entre elles devrait vous aider à y voir plus clair. Et puis pour nous accompagner, pas moins de 3 experts. Là, on a fait très très fort aujourd'hui. 3 experts avec nous sur notre plateau. Ils sont compétents, ils sont sympathiques, voire même séduisants. Nicolas Saïd, notre diététicien, le psychologue Samuel Mergui et enfin le chirurgien de l'obésité, Guillaume Pourchet. Bonjour à tous les 3. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste justement cette technique de la sleeve? Alors, ça fait partie des 3 grandes techniques qui sont couramment utilisées pour traiter la maladie obésité, parce que j'insiste bien, c'est une véritable maladie. On ne peut pas s'en sortir seul de cette situation. Alors, quels sont les autres? Il y a la sleeve. Il y a la sleeve gastrectomie, qui veut dire en fait sleeve manchon en anglais. Hein, c'est une intervention qui est d'origine anglo-saxonne, et donc qui correspond à une section de l'estomac pour le transformer en un tube et réduire la taille de l'estomac. Elle fait fonctionner 2 éléments, peut-être qu'on va le détailler par la suite. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, on enlève véritablement la partie de l'estomac qui est en blanc. Cette partie va être extraite du ventre complètement. Donc les deux forces de cette intervention sont premièrement la taille de l'estomac qui est réduite. Donc mécaniquement, on ne peut plus manger comme avant. On est obligé de restreindre son bol alimentaire. La satiété arrive beaucoup plus vite de ce fait. Mais également le deuxième pilier, qui est un pilier qu'on appelle endocrinologique, c'est-à-dire que hormonal, qui joue sur le fait qu'on enlève la grande poche d'estomac, environ 70%, et qui va faire que les taux des hormones fabriquées par l'estomac, qui sont assez complexes, la plus connue est la gréline, qui est l'hormone de la faim, vont chuter et donc avoir un effet pas seulement restrictif, mais un effet endocrine. Donc ça, c'est une opération irrémédiable, contrairement à, par exemple, l'anogastrique. Voilà, donc les 2 autres techniques, c'est l'anogastrique, qui est celle qui a été le plus utilisée ces dernières années, mais qui aujourd'hui est en pleine décroissance d'utilisation. L'anogastrique a, entre guillemets, le seul avantage d'être relativement peu risquée à faire, et elle était décrite comme réversible, même si c'est un terme, moi, qui me perturbe à chaque fois, puisque quand on fait une chirurgie, qu'on va couper des choses, on ne peut pas ça disparaît pas, les traces de sa chirurgie ne disparaissent pas. Dans le cas de l'anogastrique, on coupe des choses? On coupe de la graisse autour de l'estomac pour positionner, on coupe les muscles. Donc il y a une dissection qui est beaucoup moins importante que les autres opérations, mais le peu qu'on fait n'est pas réversible. Alors c'est vrai qu'on peut poser un anneau et l'enlever et avoir une structure de l'estomac qui est relativement conservée. Donc c'est un terme qui n'est pas complètement faux, c'est relativement réversible. Donc l'anneau, comme vous pouvez le voir, c'est un mécanisme purement restrictif, c'est-à-dire qu'on met
met un anneau en plastique dans le ventre, un corps étranger, pour empêcher le patient malade de s'alimenter comme il faisait auparavant. Alors, c'est assez limité comme action, un petit peu grossière, puisque vraiment on considère que le patient n'est pas capable de manger comme il faut. Donc, on l'empêche de manger comme il faut, de manger comme il avait l'habitude, et on l'oblige à manger des toutes petites quantités. Alors, ça a beaucoup de défauts, on peut en parler de longues heures, mais à mon sens, c'est une méthode qui marche bien. Hein. C'est pas interdit de faire un anneau, donc c'est des méthodes qui sont utilisées. Il y a des chirurgiens qui sont très partisans de cette méthode. Ça marche relativement bien, mais beaucoup moins bien que les deux autres, la sleeve et le bypass. Et donc la dernière, c'est le bypass. Donc là, il y a une sorte de dérogation, dérivation. Une dérivation. On découpe l'estomac. Comme pour la sleeve, vous voyez, vous avez bien schématisé avec des systèmes d'agrafage. C'est les méthodes qui sont utilisées, ces agrafes qu'on garde toute sa vie et qui posent aucun problème puisqu'elles sont millimétriques et très bien tolérées. On coupe une grande partie de l'estomac, on laisse l'estomac en place, on n'enlève rien dans cette opération. Par contre, on perturbe énormément le circuit des aliments puisqu'on est obligé de couper de l'intestin en bas, environ plus bas, qu'on vient coudre au niveau de la partie de l'estomac et on recoud au pied de l'anse alimentaire. Donc vous nous direz peut-être un peu plus tard dans l'émission quelle technique vous préconisez, vous préférez. J'imagine qu'il y a des conditions à remplir pour choisir telle ou telle technique. En tout cas, il faut savoir qu'elles sont en constante augmentation, hein, ces opérations. Alors, c'est vrai que la chirurgie de l'obésité est finalement une spécialité assez récente. Elle a été décrite dans les premiers temps, dans les années 60. Donc c'est une spécialité chirurgicale qui vraiment est restée dans un petit monde d'experts, entre guillemets un peu chirurgiens fous, parce qu'on a testé plein d'opérations. Aujourd'hui, on arrive premièrement à réaliser que l'obésité est un problème d'une maladie, c'est une véritable maladie chronique, c'est-à-dire on ne guérit jamais de l'obésité, on reste toujours malade, comme un diabétique reste toujours malade, mais les opérations sont le seul traitement efficace, stable, aujourd'hui, qu'on ait à notre disposition pour traiter cette maladie, ce qui explique l'augmentation. Conditions pour la sleeve ? Alors, les conditions sont très strictes aujourd'hui. C'est la Haute Autorité de Santé qui les a déterminées en 2009. Et qui s'est lié essentiellement à l'IMC, à l'indice de masse corporelle, donc qui se calcule en fonction du poids et de la taille. Et au-dessus de 35 d'indice de masse corporelle associés à des signes d'atteinte du corps par la maladie, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension, des problèmes d'arthrose, des problèmes d'apnée du sommeil, enfin, etc., on est en situation de maladie grave. L'autre critère, c'est au-dessus de 40 d'indice de masse corporelle. Donc là, vous voyez le calcul de l'IMC et la normalité, la situation de surpoids, donc au-dessus de 25. La maladie commence véritablement à partir de 35 d'IMC. Donc vraiment, c'est un message très fort à faire passer. C'est-à-dire calculez votre IMC et si vous êtes en situation d'avoir un IMC supérieur ou égal à 35, il faut consulter un spécialiste. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire une chirurgie, mais on est en situation de danger. Nicolas Sahuc, l'opération est souvent le dernier recours ? C'est souvent que ça s'inscrit dans un parcours de vie du patient qui a eu toujours un rapport à l'alimentation un peu complexe et à son poids de manière complexe. Et du coup, il a mis en place plusieurs régimes, plusieurs techniques, alors plus ou moins suivies, avec des méthodes controversées la plupart du temps. Puisque là, aujourd'hui, on est un peu en difficulté vis-à-vis de ces régimes, et on est assez clair là-dessus, c'est que les régimes, aujourd'hui, produisent plus d'effets négatifs que d'effets bénéfiques sur le long terme. Et ça arrive à une étape de sa vie où il se retrouve face à cette seule solution. Alors, Jessica et Dominique sont là aussi avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir choisi notre plateau pour nous faire partager vos histoires. Jessica, pour vous, l'opération, c'était la seule solution ? Oui. J'ai essayé multiples régimes, ça n'a pas fonctionné. Effet yo-yo, comme on dit souvent. Voilà, complètement. Donc du coup, je voulais une solution irréversible. Et vous, Dominique ? Et moi, pareil, yo-yo et beaucoup de problèmes de santé à côté. Diabète, hypertension et apnée du sommeil avec appareillage VNI, une machine qu'on met la nuit pour dormir. Ouais. Et tout ça a fait que ça m'a fait décider à faire l'opération pour perdre du poids. Parce qu'en perdant du poids, on m'a dit que tout ça disparaîtrait. Quelle opération avez-vous choisi ? J'ai fait un bypass. Et vous avez perdu beaucoup de poids ? J'ai perdu 68 kilos en 14 mois.
Combien? En 14 mois, 68 kilos. Et là, c'est pareil que vous avez aussi perdu votre sourire. J'ai perdu C'est votre entourage beaucoup qui de... dit ça. Oui. Donc vous nous raconterez les conséquences et les répercussions de cette opération, conséquences qui ne sont pas aussi roses que vous, non, que vous ne le ce n'est pas pensiez. miraculeux. Bon, Voilà. donc de quoi se faire une opinion, en tout cas. Jessica, on va revenir sur votre parcours. Votre sleeve date d'il y a 18 mois. Oui. Est-ce que vous vous souvenez à quand remontent vos problèmes de poids précisément? Depuis l'enfance. J'ai toujours été obèse, d'autant plus quand j'étais en primaire et au collège. Et du coup, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un déclic. J'ai voulu perdre du poids. Et du coup, je pense que j'ai fait une anorexie mentale parce que je refusais tout type d'alimentation. Et j'ai perdu 35 kilos par ce biais. Voilà. Et j'ai tout repris. J'ai stabilisé pendant 7 ans, toute seule. Et j'ai tout repris à mes études supérieures. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous réfugiez dans la nourriture, dans des moments de stress, d'émotion? Ah, complètement, oui. C'est ce qui me rassurait, en fait. Au point de devenir une obsession? Ah oui, complètement. Je ne pensais qu'à la nourriture. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Donc c'était des crises? Voilà, crise de boulimie, hyperphagie. C'était compliqué. Ça ressemblait à quoi? Vous pouviez ingurgiter Tout et n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée. Et de la nuit? Non. Non. Juste la journée? Voilà, la journée, je n'avais pas la sensation de... J'avais pas de satiété, en fait. Vous faisiez vomir? Oui. Nicolas, ce que décrit Jessica, ça ressemble à ce qu'on appelle les crises de boulimie? C'est très difficile de faire une évaluation de cette manière-là parce que vous le décrivez bien, vous parlez que vous n'aviez pas de sensation de satiété, déjà dans un premier temps. Pour autant, la première question que j'aurais, c'était est-ce que vous mangiez quand vous aviez faim? Parce que lorsqu'on est dans un rapport problématique à l'alimentation et à son poids, on n'est plus de l'ordre du corps, à travers une sensation de faim, de rassasiement, mais on est de l'ordre intellectuel. C'est est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas manger? Est-ce que je me fais plaisir ou est-ce que je m'interdis le plaisir? Et donc, quand vous êtes dans cette dimension intellectuelle de l'alimentation, on ne peut pas toujours spécifier de crise de boulimie. Parce que les crises de boulimie, c'est quand même assez codifié. C'est un temps qui dure environ... Une crise de boulimie, ça dure à peu près 2 heures, une crise en moyenne. La consommation d'aliments qui est faite à ce moment-là, c'est une consommation, ce qu'on appelle massive d'aliments, c'est-à-dire que la quantité de nourriture qui est consommée, si une personne avait le même temps pour consommer cette nourriture, elle serait en incapacité. Il n'y a pas d'ordre dans la consommation, on va du sucré, du salé, on va du cuit, du non-cuit, on peut passer dans des aliments surgelés, des boîtes de conserve, ça apparaît à n'importe quel autre moment enfin, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas forcément de cuisson ou de réchauffage de certains aliments, et c'est surtout lié à un état émotionnel. Et tout le travail que l'on a à faire en matière de nutrition humaine, c'est de bien distinguer ces moments où on est de l'ordre de l'émotion, et c'est l'émotion qui amène à la prise alimentaire, du moment d'un individu qui est toujours dans le contrôle au niveau de son alimentation et de son poids, qui du coup va générer des sensations de faim parce qu'il n'a pas les connaissances suffisantes en nutrition, et qui fait qu'il se laisse emporter par cette sensation de faim sous-jacente. Mais comme elle est non reconnue, elle est vécue comme culpabilisante, et donc du coup on a de nouveau un phénomène où on se laisse aller. Et ça s'apparente à des troubles alimentaires, ça s'apparente à des crises de boulimie. Mais là, c'est tout le travail avec nos collègues psychiatres et psychologues qui nous permettent de bien distinguer la situation. Et nous, sur la partie nutritionnelle, d'évacuer aussi l'hypothèse hypoglycémique. Alors, expertise de Samuel, justement, est-ce que ça ressemble à des pulsions? On peut même parler de compulsion dans la mesure où il y a une forte contrainte interne pour assouvir ces pulsions, justement. Alors moi, je n'ai pas entendu la réponse à la question « Est-ce que vous faites vomir après ces épisodes ?» Alors actuellement, oui. Quand il y a des moments de crise de boulimie et d'hyperphagie à la fois. Actuellement, parce que ça continue? Ah oui. Oui. C'est pour ça Malgré l'opération? Malgré l'opération. C'est pour ça que je tiens à insister que l'opération ne règle pas tout. Ça règle un problème physique, mais pas forcément psychologique. Donc certes, on va manger en moins grande quantité, mais on peut avoir encore des périodes de crise. C'est un mécanisme où souvent on est dans la honte. Souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont dans ces situations-là vont manger en cachette pour pas qu'on les voit au moment où il y a ces épisodes aigus. Et puis, ça va aboutir à un sentiment d'inconfort et après un sentiment de culpabilité.
Juste une question, puisque manifestement, c'est pas parce qu'on se fait opérer que le problème psychologique est réglé, donc puisque manifestement les crises persistent, est-ce qu'on peut reprendre du poids malgré les opérations ? Bien sûr, malheureusement, on peut reprendre du poids et c'est même l'évolution du corps du patient malade d'obésité. C'est-à-dire qu'il a, toute la base de la compréhension est là. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est très compliquée, qu'on va garder toute sa vie. On ne va jamais guérir de cette maladie. Et cette maladie, elle est basée, on l'a très bien entendu, pas tellement sur le comportement, mais surtout sur une partie, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, on sait qu'il y a des facteurs microbiens, c'est-à-dire que les bactéries qu'on a dans son tube digestif interviennent sur les mécanismes inflammatoires de la maladie. Il y a des facteurs psychologiques qui sont également en place et des facteurs hormonaux, notamment l'insulinorésistance, enfin, etc. Je pense que vous voyez le facteur microbien, ça vous fait sourire? Tout simplement parce que il y a quelques jours, j'ai organisé un congrès sur les troubles alimentaires et j'ai fait venir un de mes collègues, le professeur Deschlot, qui nous a parlé de toute cette problématique du microbiote et de l'interaction sur le comportement alimentaire. Et en effet, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a certaines protéines qui seraient sécrétées par des bactéries qu'on a dans le tube digestif qui interviendraient sur le système nerveux central et qui agiraient aussi sur le comportement alimentaire. Donc ça va dans ce sens-là. L'obésité est quelque chose de très complexe. Et je reviendrai sur un point que vous avez malheureusement dit, c'est que vous avez été seul et au contraire, face à cette difficulté de comportement alimentaire et d'obésité, de toute manière, il faut éviter de rester seul. Il faut être vraiment accompagné d'une équipe pluridisciplinaire et ce, le plus rapidement possible parce que, en effet, on vient de le voir, c'est biopsychosocial et il faut avoir une équipe qui vous soutienne d'une manière générale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, avec la sleeve, j'ai tous ces paramètres et je me sens plus sereine, même s'il y a encore des périodes de crise qui font que... Voilà. Vous aviez terminé sur la reprise de poids ? Oui, c'est vrai que c'était un peu le sujet. Donc il faut maîtriser un maximum de paramètres. Malheureusement, c'est très difficile de tout maîtriser. L'opération, malheureusement, je le répète, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres moyens aussi performants aujourd'hui pour contrôler. On contrôle simplement la maladie. Alors, votre maman, Jessica, est installée dans le public aujourd'hui. Bonjour, Isabelle. Alors, vous assistez encore à ces crises aujourd'hui, j'imagine, et j'imagine aussi que vous avez essayé d'aider Jessica justement à se réconcilier avec la nourriture. Oui, je l'ai envoyée, je l'ai accompagnée chez les diététiciens, nutritionnistes. Et bon, j'ai tout fait pour l'aider. Et malheureusement, bon, ça... On se sent impuissante, ça doit être oui, très douloureux pour une maman. Tout à fait, oui. Oui. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que je sais pas. Eugénie, vous devez vous reconnaître, j'imagine, dans ce genre de moments pendant lesquels vous mangez en grande quantité. Ces crises dont on a parlé. Moi, personnellement, c'est pas les crises, en fait. C'est le repas par lui-même. Mais sinon, je ne grignote pas. J'ai pas de crise de boulimie. Donc vous n'avez jamais ce genre de choses? Jamais, non. Mais en revanche, au moment des repas, en fait. Vous mangez en quantité? Oui, voilà, où j'ai le manque de satiété, mais seulement au niveau des repas. Sinon, entre deux, non. Vous avez toujours faim? Voilà, mais pratiquement au niveau des repas, sinon pas plus. Alors Jessica, en fait nous avons l'habitude de diffuser des photos de nos invités dans les écrans derrière moi. Avec vous, ça a été peine perdue, hein. Les écrans sont vides, pas de photos. Pourquoi? Parce que j'ai voulu balayer ce passé. Plus aucune photo de moi, plus de vêtements pour ne pas redevenir celle que j'étais avant. À quel moment vous avez voulu balayer votre passé? Il y a 2 ans. Voilà. Donc juste après l'opération? Voilà. Dès que je savais que j'allais me faire opérer, je me suis dit... j'ai gardé juste une photo qui datait de 15 jours avant l'opération et tout le reste, voilà. Comment vous interprétez tout ça, Samuel? Est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que c'est plutôt sain de vouloir balayer son passé? Thérapeutique peut-être, c'est un non. C'est-à-dire que moi je ne peux pas m'empêcher de l'interpréter comme de l'auto-agressivité qui était probablement déjà présente avant. Et qui est encore présente maintenant puisque votre problème n'est pas résolu malgré l'opération. Donc c'est probablement de l'agressivité tournée vers soi. Ça a peut-être été nécessaire à un moment donné, ça a peut-être été thérapeutique, faut le voir peut-être comme une étape, mais l'aboutissement ce serait probablement de pouvoir être
d'intégrer votre ancienne identité. En ICV, par exemple, on estime que le psychisme, c'est comme des poupées russes. On a plusieurs. En quoi, vous avez dit ICV, l'intégration du ICV? cycle de la vie, c'est une méthode thérapeutique parmi d'autres, et qui part du postulat que justement le psychisme humain est fait comme des poupées russes. On a différents moi comme ça qui s'emboîtent les uns dans les autres, et souvent les problèmes vont arriver au moment où ces différents moi, ces différentes poupées russes sont éclatées. Donc on va essayer de rassembler, d'intégrer ces poupées russes entre elles. Et le problème de Jessica, c'est que là il y a une petite poupée qui est exclue. Une petite Jessica qui est exclue de la Jessica actuelle, et probablement que la réconciliation avec vous-même, elle arrivera au moment où il y aura cette intégration. Et ça se pratique comment, l'ICV ? Le principe de l'ICV, donc c'est surtout intéressant pour résoudre les traumatismes, c'est de repasser le cycle de toute notre vie, c'est-à-dire qu'on repasse chaque événement, chaque année de vie, depuis la naissance jusqu'à maintenant, on refait le passage plusieurs fois, et puis on va essayer de faire en sorte que le moi bébé qu'on va rencontrer puisse se réintégrer à l'intérieur du moi adulte. C'est plus ou moins dérivé de l'hypnose, c'est dérivé des neurosciences. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ces techniques, mais c'est la première fois qu'on entend ce mot-là. Dominique, comme Jessica et Eugénie, vous avez toujours connu des problèmes de surpoids ? Pas spécialement, c'est grossesse. J'ai eu 4 grossesses, 4 enfants, et je prenais pas beaucoup de kilos pendant les grossesses, mais je gardais tout. Ah, c'est ça. Vous ne les perdiez pas après ? Non, je ne perdais rien du tout. Combien pendant la grossesse ? 12 kilos à peu près. Et pourquoi vous ne les perdiez pas après ? Pas le temps de mincir, pas d'envie ? Pas le temps de mincir, il y a eu du laisser-aller, il y a eu de la malbouffe. On peut appeler ça de la malbouffe. Parce que voilà, il y a eu beaucoup du grignotage, du laisser-aller. Vous êtes monté jusqu'à quel poids sur la balance ? 118 kilos. Vous arrivez à regarder les photos, vous avez l'impression qu'il s'agit de la même personne ? Non, pas du tout. Je suis pas moi. C'est pas moi. Dominique, c'est pas moi, quoi. J'ai perdu ma féminité, j'ai l'impression. Vous avez perdu votre féminité ? Ah oui. Pourtant, vous êtes habillée avec un petit haut en dentelle, une petite mini-jupe. Oui, mais... Vous ne le vivez pas comme ça ? Il y a beaucoup de choses cachées, quand même. Cette Dominique-là était plus souriante, alors ? Elle était plus souriante, était plus gaie, était plus joviale. Vous regrettez d'avoir eu recours à cette opération ? Oui. Oui. Malgré les problèmes de santé secondaires. Alors, je ne le regrette pas sur le point de vue santé, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de diabète. Voilà. J'ai plus d'hypertension. J'ai plus d'appareillage pour dormir. Ça, c'est pour ça, je regrette pas du tout. Oui, parce que c'est quand même. Alors, à la base, quand j'avais vu le chirurgien la première fois, je venais le voir surtout pour ses problèmes de santé. Et je savais aussi que, je m'étais renseignée un petit peu, qu'on allait perdre un petit peu de poids, mais il m'avait demandé combien de poids je voulais perdre. Moi, je dis 20 kilos. Enfin, pour moi, je ne me sentais pas. Je trouvais que c'était réparti. Enfin, je me sentais pas obèse, quoi. Enfin, pour moi, là, je suis pas obèse. Enfin, je suis ronde. Donc, vous avez perdu 68 kilos, mais là, vous vous trouvez trop mince. Vous voudriez reprendre 15 kilos. Oui. Vous êtes suivi sur le plan psychologique ? Alors voilà, là où le problème est, j'ai eu un très très bon encadrement avant l'intervention. Et ça, c'est vrai, je tiens à remercier toute l'équipe de la clinique à Toulon mais là, vous pour la prise en charge. Seul. Et le problème, c'est qu'il y a une prise en charge après l'intervention et je ne fais rien. Je ne fais rien parce que par rapport à mes horaires de travail, je ne pourrais consulter un psychologue et un diététicien que le samedi. Et je ne trouve personne qui peut me prendre le samedi. Mais c'était prévu quand même dans le protocole de l'opération. Il y avait l'avant et l'après. J'imagine que ça va avec, quoi. Tout à fait. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous vous sentez mal, parce que j'imagine qu'il faut un certain temps pour faire le deuil du corps d'avant, si j'ose dire. Mais comme quoi, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique, et que la médecine ne peut pas aller plus vite que le temps psychique, effectivement. Et puis ce qu'on voit dans l'histoire de Dominique, c'est que probablement que le surpoids et la suralimentation avaient des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que le surpoids, c'est un problème ou c'est la tentative de solution à d'autres problèmes ? Par exemple, le surpoids, ça peut être des moyens d'affronter l'angoisse de vide, d'abandon. Si on enlève ce mécanisme de défense, on n'est plus protégé c'est ça. Et c'est par tout à rapport fait à ces autres problèmes. Et c'est tout à fait ça.
C'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Il a vraiment ciblé voilà. Manger, pour moi, j'étais déprimée. Je suis quand même quelqu'un de souvent dépressif. Et pour moi, manger, c'était, au lieu de prendre un cachet, je mangeais, quoi. Et c'était une façon... Et donc là, vous vous sentez vulnérable, sans carapace? Je me sens... Parce que, honnêtement, Dominique, ça vous va très bien. Non. Vous les portez. J'ai pris... Je suis sûre que si je demande J'ai au pris 20 public, tout le ans, monde... j'ai pris 20 ans au niveau de la figure. J'ai pris 20 ans au niveau de... Regardez, au niveau de la figure, j'ai pris 20 ans, quoi. Non. Là, vous pouvez le mettre à 100 pour essayer de convaincre Dominique. Ça ne fonctionnera pas. Vous voyez bien que là, il y a un problème qui... Je ne suis pas frustrée au niveau de l'alimentation, par contre, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, j'ai fait, malheureusement, j'en suis à mon 5e dumping. Alors, on ne me parle pas de dumping. Alors moi, je vais en parler parce que partout, j'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues et elles n'ont pas entendu parler de dumping. C'est quoi le dumping? Alors, vais les expliquer le dumping syndrome, c'est un syndrome qui est surtout présent avec le bypass gastro-jejunal, c'est-à-dire que ça correspond à un pic d'insuline. Alors vous savez, l'insuline, c'est l'hormone qui est fabriquée par le pancréas notamment, qui permet de gérer le sucre. Donc quand on prend du sucre qui arrive dans le sang, tout de suite, il y a l'insuline qui est fabriquée et qui fait baisser brutalement le taux de sucre. Et le problème du bypass, c'est-à-dire comme on a modifié complètement le circuit des aliments, ils arrivent directement dans l'intestin plus bas. Et ça fait un pic de sucre dans le sang très brutal. Et donc un pic d'insuline. Et ça se traduit comment? Par des douleurs, des frissons, des nausées, des sueurs, des vomissements. Donc en fait, c'est une super hypoglycémie, si vous voulez, liée à une alimentation de sucre, au goût sucré, donc le sucre rapide. Et ça, c'est... Donc il y a... C'est ce qui est très important. Alors, effectivement, il y a tout le vécu psychologique, psychique qui est très important et qui nécessite un suivi. Et le dumping syndrome, tout l'amaigrissement rapide, même au niveau de la dentition, au niveau de la peau, toutes les opérations, et peut-être plus particulièrement le bypass encore, puisqu'il y a une vraie perturbation au niveau hormonal et au niveau vitaminique surtout. Donc il faut se prendre un traitement vitaminique toute la vie, pour suppléer les déficits. Donc ce sont des opérations très efficaces, mais très exigeantes en termes de suivi. Et je vous recommande vivement d'aller prendre des rendez-vous. Il faut que vous voyez un nutritionniste, une diététicienne. Mais ça, j'en suis consciente. Psychologue, plusieurs fois par an. On vous l'avait dit tout ça? On vous en avait parlé de toutes ces conséquences? Tout à fait. Et à chaque visite de mon chirurgien, il me dit, vous en êtes où chez le diététicien? Vous en êtes où au psychologue? Mais j'ai dit, je ne trouve personne le samedi et je peux pas... j'ai des horaires de travail qui font que je travaille de 6h le matin à 21h, du lundi au vendredi. Il me faudrait que je trouve quelqu'un le samedi, et le samedi, je trouve personne. Et franchement, j'ai besoin, il faut qu'on m'aide là, parce que là, je suis à bout, quoi. Enfin, En tout cas, ce qui est sûr, Dominique, c'est que vous avez bien fait de venir nous voir et que là, vous allez probablement profiter de l'expertise de nos 3 spécialistes sur le plateau, qui vont certainement pouvoir vous mettre sur de bonnes pistes. Eugénie, évidemment, ça doit vous inquiéter d'entendre ces témoignages. Oui, c'est sûr, on ne peut pas rester insensible à ce témoignage, mais bon... Alors, vous avez confié à nos journalistes que vous avez toujours cherché à mincir. Vous avez testé quels moyens? Vous avez dû essayer toutes sortes de régimes? J'ai tout essayé. J'ai essayé dans des associations, donc suivi aussi avec diététicienne. J'ai été suivie pendant les grossesses aussi par des diététiciennes. Donc, ça a marché quand même? Vous êtes non, parvenue... j'ai pris 22 kilos chaque grossesse. Mais pourquoi vous ne respectiez pas les conseils de la diététicienne? Mais en fait, si je mangeais plus équilibré, si je faisais un repas plus lourd, plus important, je reprenais tout de suite. Oui, mais peut-être qu'elle n'avait pas dit qu'il fallait faire de repas plus importants. Non, mais je veux dire, si c'était par exemple un poisson, une salade, et le lendemain, c'était une assiette de pâtes, ça repartait, c'était 1 kilo en plus sur la balance. Elle était autorisée, l'assiette de pâtes par la diététicienne? Oui, pendant la grossesse, oui. Si je peux intervenir,
L'obésité n'est pas un problème de comportement alimentaire. Ça aggrave la maladie obésité, donc il faut bien se comporter, entre guillemets. Mais tout le monde mange mal. On saute tous des repas, on mange tous trop gras. Tout le monde mange mal. Donc c'est pas aussi simple que ça. Quand on est dans votre situation, en situation de maladie, obésité, il y a des choses beaucoup plus complexes. Et donc c'est pas seulement parce que Eugénie mangeait trop de pâtes, ça n'a rien à voir avec ça, son problème. Son problème, il est vraiment beaucoup plus complexe. C'est véritablement, on est en danger de mort parce qu'on meurt plus vite dans des conditions atroces, parce qu'on a du diabète, attention, on peut plus marcher, on est essoufflé, enfin, on peut en parler votre cas des heures. Exactement. Donc il y a un problème de santé. On est en danger quand on est dans votre situation. Donc, c'est ce que vous avez très bien dit aussi, Dominique. Vous étiez en danger et aujourd'hui, vous êtes hors de danger. Donc, c'est quand même un bénéfice très important. Après, il faut le suivi, il faut le digérer, il y a énormément de choses à mettre en place. Il y a des risques, c'est des procédures risquées. On peut mourir de ces opérations, c'est rarissime, mais le risque de mourir est plus important si on ne fait rien, mais c'est quand même des grosses opérations. Alors, petite précision. Oui, en systémique, c'est une autre école de psychothérapie. Quand un patient arrive et nous dit « j'ai tout essayé, j'ai absolument tout essayé », on dit que le problème, c'est la solution. C'est-à-dire que les tentatives de résoudre le problème l'accentuent d'autant plus. Et donc, la stratégie thérapeutique, ça peut être d'aider donc Eugénie à ne plus appliquer ces tentatives de solution, à ne plus chercher à maigrir, parce que finalement, ça ne fait que renforcer le problème. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On sait aujourd'hui que les régimes aggravent la maladie. C'est-à-dire que le fait de se mettre en situation de stress, de culpabilité, et d'érotisation de l'interdit. Complètement, enfin c'est très complexe, fait que en fait on aggrave encore les mécanismes qui sont déviants de son corps, entre guillemets, et quand on remange un tout petit peu plus, hop, on grossit. Donc chaque régime, tous les patients et presque tout à chacun l'a vécu, quand on fait une situation de régime, de crise avec son corps et son alimentation, certes on maigrit pendant quelques semaines, mois, et dès qu'on, sans forcément augmenter, on regrossit très très vite, encore plus que ce qu'on avait avant. Donc vraiment dans l'équipe, et je crois que c'est la tendance globale, les régimes sont proscrits. Par contre, il faut bien manger. Mais, voilà. Vous voudriez perdre combien de kilos? 30 kilos, minimum, oui, 30 kilos. Oui. Physiquement, vous avez des problèmes de santé aujourd'hui? Des problèmes articulaires, plus aucun souffle, la moindre marche m'épuise. Non, je ne peux pratiquement plus rien faire, constamment mal aux genoux, mal Donc ça doit être difficile de pouvoir vous occuper de vos enfants. Oui, c'est dur au quotidien, oui, voilà, oui, parce qu'en fait, je les prive de tout. Vous souffrez, vous, sur le plan psychologique? Oui, beaucoup, oui. Quoi, de complexe? Vous êtes mal dans votre peau? Oui, pas le goût de m'apprêter, pas le goût à rien, en fait, laisser aller. Parce que vous avez l'air très placide, très cool comme ça, mais c'est une apparence, une façade. Voilà, c'est une façade. Oui. Alors, Jessica et Dominique, vos proches ont aussi été séduits par cette intervention que vous avez subie? Complètement. Malgré les craintes qu'ils pouvaient avoir, oui. C'est une forme. Pour eux, je me suis prise en main. Pour eux, je me suis exprimée. Je suis plus la petite fille renfermée et je me suis enfin libérée au fur et à mesure que les kilos partaient. Donc, et ça, le soutien, c'est très très important auprès de ses proches. Vos proches sont favorables aussi? Complètement. Ils vous soutiennent, ils vous encouragent? Tous les jours. Mon mari, mes enfants, mes amis. Le peu de personnes qui savent mon parcours, tout. Chaque fois, on me motive. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Non, pas moi. Comment ça, pas vous? Alors, j'ai ma fille qui est dans le public, qui peut... Carole, qui peut vous en parler. Comment? Qui peut vous en parler, qui n'était pas du tout favorable. Elle n'était pas favorable? Non. Venez vous installer avec nous. Carole, qui va venir nous rejoindre. Bonjour. Alors, Carole, vous avez essayé de dissuader votre mère, vous n'étiez pas d'accord? Tout à fait. Pourquoi? Déjà, par le biais d'un collègue à moi sa tante avait subi la même opération que ma mère envisageait de faire. Cette dame avait eu des conséquences suite à l'opération, donc plutôt négatives. Et donc par rapport à ça, et aussi parce que pour nous, on trouvait, je parle à mon nom et au nom de mes sœurs, on trouvait que c'était un peu la solution de facilité.
La solution de facilité, c'est-à-dire que vous aviez quoi essayé de lui donner des conseils pour mincir avant qu'elle ait recours à cette opération? Tout à fait. À savoir que ma mère est une personne très têtue. Et voilà, pour nous, on était persuadés qu'elle aurait pu réussir à maigrir sans forcément passer par la chirurgie. Mais elle a essayé, puisqu'elle nous disait tout à l'heure avoir essayé plein de régimes. Elle a essayé, mais arrivée au bout d'un moment, elle avait la volonté. Et après la volonté, elle ne l'avait plus. Et elle recommençait un peu à manger pas correctement et à faire un peu n'importe quoi avec la nourriture. D'où l'effet yo-yo qu'elle a fait pendant des années et des années. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre fille? Oui, non, parce que c'est surtout quand même les problèmes de santé qui étaient derrière, qui m'ont fait quand même aller vers la chirurgie bariatrique. Il fallait absolument que je perde du poids pour ne plus avoir ce diabète qui me rongeait et cette hypertension qui m'amenait à l'hôpital régulièrement parce que je faisais des malaises dans la rue. Et alors, voilà. vous rangez quand même devant ces obligations médicales? Oui, bien sûr. Après, de toute façon, puis une fois qu'on est mis devant le fait accompli, on n'a plus le choix. Hein. Et alors aujourd'hui, quand vous voyez votre maman mal vivre son état, finalement, comment vous réagissez? On réagit pas forcément bien non plus parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a perdu du poids, mais elle a perdu sa joie de vivre, son enthousiasme et son sourire. Elle est complètement différente de la femme qu'elle était avant son opération. Je perçois l'émotion. Un petit peu, ça fait pas plaisir de savoir sa maman mal. C'est normal. Jessica, votre maman est là aussi dans le public. Comment vous vivez tout ça? Vous pensez quoi, vous, de cette opération? Vous deviez avoir peur? Tout à fait, j'ai eu peur pour les conséquences qu'il y aurait pu y avoir. Et puis l'avoir vomir assez souvent, ça fait mal, quoi, non, de voir son enfant pas bien. Mais bon, maintenant, elle sera mieux dans sa peau et... Vous la trouvez mieux aujourd'hui? Oui, déjà, parce qu'elle a été suivie par le psychologue et tout, donc c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux, effectivement. Bon. Ouais. Jessica, vous avez quand même eu beaucoup d'effets secondaires après cette opération. Oui. Que vous aviez peut-être pas imaginé à ce point-là? Non. J'avais pas beaucoup de tension, des hypoglycémies. Beaucoup de fatigue surtout. J'ai l'impression que mes activités quotidiennes n'ont pas changé avant mon opération, mais ça me puise beaucoup d'énergie et je mets du temps à m'en remettre en fait. Et je suis tombée malade en mars dernier. Tout le temps fatiguée aussi, et c'était la vésicule biliaire en fait. Et je me suis fait retirer la vésicule en septembre dernier et depuis... Ça va mieux. Il n'y a plus de soucis de ce genre. C'est souvent une conséquence de l'opération, les problèmes de vésicule biliaire? Alors, je vais me permettre de revenir un peu sur les propos de la fille de Dominique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien comprendre. On est face à un des derniers tabous de société. L'obésité, c'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'on n'a pas assez de volonté, c'est pas parce qu'on mange trop, c'est pas aussi simple que ça. Et quand on est dans cette situation, on l'a dit déjà tout à l'heure, on peut pas s'en sortir. Il y a des études scientifiques vraiment très claires qui prouvent ça. Donc on n'est pas en train de parler du fait je fais bien, je fais pas bien. Donc là, vous adressez à Carole. Ah oui, c'est très fort et c'est très dur pour votre maman parce que c'est un acte de courage que d'aller se faire opérer. Ouais. Et ça, c'est très important pour les patients qui souffrent de la maladie, qui sont déjà exclus de la société. On le voit, on ne peut pas physiquement se déplacer, etc. Mais on est socialement exclus. C'est très important, ça. Réaction vraiment de le marteler. Carole? Oui, j'entends bien, j'en suis consciente. Après, voilà, c'est... Comme je disais avant, je pense que ma mère ne fait pas non plus tout le temps les choses correctement. Et encore là, par rapport à son suivi, quand elle dit qu'elle n'a pas le temps, et elle le sait, on en a aussi parlé avec le journaliste encore avant l'émission, moi je pense que le temps, elle peut le trouver. Et si je tiens ce discours-là, c'est plus pour essayer justement de lui faire avoir ces déclics, parce que nous, on est extérieurs, on la voit. Moi, je la vois, désolée de l'expression, mais je la vois dépérir, ça reste ma mère, et forcément, je m'inquiète. Et le problème, c'est que je suis obligée, arriver au bout d'un moment, d'avoir un discours comme ça envers elle, parce que... nous, on n'a pas envie de la perdre, quoi. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la maladie, on l'a bien... J'espère que j'ai bien répondu. Il ne faut pas mélanger. Le problème de la maladie, votre mère l'avait.
Et donc, il faut traiter. Après, il y a des problèmes annexes qui sont interdépendants aussi de la maladie. C'est très complexe. Et qui étaient déjà là avant, dépression, qui était déjà là avant. De relations, de plein de choses, de questionnements, d'angoisse, de gestion de l'angoisse. Donc tout ça, effectivement, c'est peut-être ça que vous ressentez fort et vous voulez la faire réagir par rapport à ça. Ouais. Mais il faut s'y prendre peut-être un peu différemment. Il faut les voir comme deux choses très séparées. Voilà. Alors après, pour le problème de la vésicule, c'est pas à cause de la sleeve qu'on fait des problèmes de vésicule. D'accord. Voilà. Samuel, juste sur le rapport, parce qu'on sent que Carole a un discours un peu dur vis-à-vis de sa mère, mais on sent aussi tout l'amour qu'il y a derrière et toute la volonté de l'aider, peut-être maladroite, il y a peut-être d'autres manières de s'y prendre. Non, moi je pense que vous y prenez comme vous pouvez et que par contre je pense que peut-être, moi c'est mon interprétation, hein, peut-être que l'erreur c'est d'avoir, mais que tout le monde fait finalement, c'est de trop vite cibler le surpoids comme étant le problème et que a priori le problème Dominique il n'est pas là. Le problème c'est de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas s'apprécier, d'avoir l'impression qu'on n'a pas de valeur et donc du coup on a ciblé un symptôme, le surpoids, et le problème de fond reste le même. Et donc, du coup, ce que Carole dit, c'est « Mais maman, aime-toi, prends soin de toi ». Le problème, c'est que le fait de le dire, c'est souvent, on fait comme on peut, mais c'est pas ça qui va faire que Dominique va commencer à s'apprécier, à s'investir réellement. Mais le problème de Dominique, c'est pas un problème de surpoids. Hein. Alors, prendre soin de vous, vous le faites Dominique, l'esthéticienne, le coiffeur, vous faire masser? Oui, le coiffeur, oui, mais c'est tout. Pourquoi? J'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Alors, Carole a l'air de dire que c'est pas un problème de pas le temps, c'est peut-être un problème de pas envie plutôt que de pas le temps. Parce que les esthéticiennes, elles sont ouvertes le samedi par contre. Ça, c'est bien vu. Il y a quelque chose, je vais me permettre une hypothèse. Peut-être que vous auriez une théorie inconsciente sur vous-même qui serait que vous n'avez pas de valeur ou que vous ne méritez pas d'attention, d'être valorisé, d'être apprécié et que du coup, il y a une part de vous qui s'autodétruit, en fait, qui se renvoie de l'agressivité et qui refuse de s'investir réellement. Je crois que Carole est d'accord. C'est ça, Carole? Un gros problème de confiance en soi. Ouais. J'ai 30 ans et ça fait 30 ans que je vois ma mère. En face de moi, j'ai une femme qui n'a pas confiance en elle. Elle n'avait pas confiance en elle quand elle était ronde. Elle n'a pas confiance en elle quand elle est maigre. Bah, la pauvre, donc, c'est difficile. effectivement, le problème n'est pas de là. Le problème est... c'est un problème de confiance en soi. Elle ne s'aime pas. On peut supposer que la théorie que vous avez sur vous-même, c'est que vous n'avez pas de valeur et que du coup, vous cherchez, sans vous en rendre compte, à valider cette théorie. Je ne mérite pas, j'ai pas le temps, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que... Oui, quelque part, oui, vous avez raison. Mais ça, ça remonte très loin, quoi. Bah oui. Oui. C'est à la petite enfance. C'est, on va dire, un autre problème, quoi. Ça veut dire que vous avez déjà identifié peut-être quel était le problème de fond que le surpoids ou la suralimentation cherchait à résoudre, peut-être? Tout à fait, oui. Vous avez, d'accord. Je pense que ça vient depuis ma naissance, quoi, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Carole, vous avez essayé de voir s'il y avait un psy ouvert le samedi? Non, mais je pense que je vais regarder. Bon, j'habite pas à côté de maman, hein. Je suis à 900 km d'elle, mais avec Internet, je peux lui trouver... Ouais, je pense que ce serait pas mal de regarder. Mais elle n'ira quand pas. même. Si. Mais si elle ira, parce qu'elle est venue sur notre plateau et ça va être déclencheur d'une envie, je suis sûre. Il faut, j'ai beaucoup de choses à sortir quand même. Bah oui, ça c'est sûr. À évaluer, parce que bon, j'ai un mal-être, voilà. Alors, on va aller voir du côté de Jessica. On a eu envie d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle vie, celle que vous vivez aujourd'hui, en taille 38, il y a quelques jours. Vous avez accueilli l'une de nos équipes à Blois. On va regarder ce reportage et puis on en discute après. Je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans. Depuis toute petite, j'ai toujours souffert d'obésité morbide. Il y a 2 ans, j'ai pris une décision radicale. J'ai eu recours à une sleeve pour maigrir. En quelques mois, je suis passée de 111 à 71 kilos. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à me faire à mon nouveau physique. Je commence petit à petit à prendre conscience de mon nouveau corps, même si par moments c'est compliqué de se reconnaître parce que perdre beaucoup de poids, ça change vraiment l'image que les autres portent sur soi. Donc c'est tout un processus psychologique à mettre en place.
Je conseillerais aux femmes d'avoir recours à cette opération si vraiment elles sont préparées aux conséquences que ça peut avoir. Depuis l'opération, je dois manger sainement et à horaire fixe. Ne pas respecter ces contraintes pourrait avoir de lourdes conséquences sur ma santé. Mon estomac a une capacité entre 200 et 300 grammes par repas. Si je mange trop gras et trop sucré, parce que j'ai déjà testé, forcément, j'ai fait mes propres expériences, je vais vraiment avoir des brûlures d'estomac et des remontées acides et c'est vraiment très désagréable. Il m'arrive parfois d'avoir de la frustration pour les aliments que je mangeais avant, s'il y a un bon gâteau bien crémeux, et je sais que je ne vais pas pouvoir, mais après c'est un choix que j'ai fait. Je ne veux pas redevenir celle que j'étais avant. Malgré les kilos en moins, je dois encore apprivoiser mon nouveau corps et le mettre en valeur différemment. Bonjour ma fille. Tu vas? Oui. Tu vois, ce pantalon, franchement, quand je me dis que je rentrais dedans avant... T'as vu le parcours que tu as fait? Mais je suis drôlement fière de toi. Hein, et ça me... Et tu vois, ça m'aide. Ça m'émeut parce que t'as eu tellement un combat. Et voilà quoi. Pour moi, ça évoque effectivement de la souffrance parce que ma fille n'était pas bien dans sa peau. Donc c'est vrai que j'ai toujours été à ses côtés pour combattre ses kilos. Et avoir dans une taille 38-40, c'est une victoire. Quand je revois ce pantalon, effectivement, je ferai le nécessaire pour ne plus jamais retomber dans ce genre, dans cette taille. Et pour moi, une taille de plus, c'est des problèmes en plus dans ma tête. Tu étais très courageuse et je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Jessica, vous avez regardé ce reportage comme si vous étiez extérieure à tout ça? Ah mais complètement, je me reconnais même pas. Vous avez l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, carrément? Oui. Ah mais là, oui, c'est un choc. Hein, mais non, je pense que ouais, depuis cette opération, je pense que je suis enfin la vraie Jessica. Vous pensez ou vous en êtes sûre? J'en suis sûre. Vous le ressentez dans votre corps? Je le ressens parce que j'ai été complètement renfermée, mes kilos cachés, celle que j'étais vraiment en fait. Donc me voir ainsi, c'est... Mais pourtant, vous dites que quand vous vous regardez, vous ne vous reconnaissez pas? Non. Non, parce que j'ai toujours l'image de celle que j'étais avant. Ouais. Moi, je l'appelle le poids psychologique. Ouais. J'ai toujours... En moyenne, il faut combien de temps pour en faire le deuil de cette image-là? On vous avait prévenu oui. Du fait que ce serait aussi long de quitter cette enveloppe, cette ancienne enveloppe? On m'a dit que ça allait être long, oui, mais j'ai su par mon thérapeute que le cerveau met 3 fois plus de temps à assimiler que la perte de poids réelle. Admettons, j'ai mis 6 mois à perdre mes kilos, je vais mettre 18 mois à prendre celle... Vous le savez, ça, Eugénie? Oui. Il vous l'a dit, ça? Ouais. C'est vrai qu'il m'a très bien expliqué toutes les étapes. Oui. Alors, on vient d'aborder longuement les effets secondaires liés à ces opérations de l'obésité, mais il faut quand même rappeler que ces interventions sont aussi souvent très bien vécues. Et c'est le cas de Camille qui va venir nous rejoindre. Bonjour. Magnifique Camille. Très appréciée par le public. On vous voit avant, on vous voit maintenant. Vous parvenez à la regarder, cette photo? Oui. Oui? Et je les regarde souvent même. C'est vrai? Oui. C'est pour me prouver à moi-même ce que j'étais avant et ce que je suis devenue aujourd'hui. Quand vous entendiez tout à l'heure Jessica dire qu'elle s'était débarrassée de toutes ces photos liées à son passé, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je les ai toutes gardées. J'ai même gardé mes vêtements, certains vêtements d'avant, et je veux surtout pas les jeter. Est-ce que c'est important justement de les regarder de temps en temps pour... Qu'est-ce que ça provoque en vous de les regarder? Ça vous motive? Ça vous fait du bien de vous dire que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui? C'est ça. Déjà, ça motive de me dire où je suis arrivée aujourd'hui et surtout de ne pas retourner comme j'étais avant. Alors, vous pesiez combien avant? Je pesais 115 kilos. Et aujourd'hui?
J'en fais 53. Quand vous posiez 115 kilos, vous aviez quel rapport avec votre corps et avec votre image? Je me regardais plus dans le miroir. Je supportais pas de me regarder. Je prenais des photos, mais très rarement. Alors qu'aujourd'hui, j'en prends tous les jours. Aujourd'hui, vous vivez comment? Je vis très bien. Vous avez mis du temps, vous aussi, à vous accepter, à accepter votre nouveau corps? Je me suis pas vue maigrir au début. Mais une fois que j'ai vu que j'avais maigri, je m'accepte super bien. Et vous avez traversé cette période-là où on garde quand même une enveloppe psychologique, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, le poids psychologique. Non, vous ne l'avez pas vraiment vécu, ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Elles se posent beaucoup de questions, le parcours n'est pas facile forcément. Après l'opération, alors déjà peut-être à Jessica et puis à Eugénie qui est sur le point d'avoir recours à l'opération. Moi, je lui dis fonce. Après, chaque corps réagit différemment. Mais bon, après, je peux te dire que vas-y, quoi. Moi, avec là où je suis passée, j'ai eu que du bonheur. Et moi, aujourd'hui, je revis. Je vis une seconde vie. Vous vous sentez différente dans votre quotidien, dans votre vie amoureuse, dans votre... J'ai tout changé, oui. Tout changé, c'est-à-dire? Bah, après l'opération, j'ai changé de compagnon, de travail, tout. J'ai tout changé. Tout changé. Ah, vous, non. C'est pas votre projet. Non. Et vous, Jessica? Depuis l'opération, oui. J'ai tellement pris confiance en moi que j'ai de nouveaux objectifs professionnels aussi et je vois que le regard des hommes change à mon égard. Donc, j'accepte de les voir, nuance. Donc, et on a plaisir à faire les magasins. Dominique, votre famille est en manque de votre sourire, ça c'est sûr. Ils ont tenu à vous envoyer ce petit message surprise. Coucou mamie, on t'aime très fort et on est très fiers de toi. Mais s'il te plaît, pour nous faire plaisir, on aimerait que tu sois plus malade, enfin que t'arrêtes. Donc s'il te plaît, pour ça, il faut que t'arrêtes de manger n'importe quoi. Bisous. Coucou mamie, on est très fiers de toi que tu participes à cette émission et que tu exprimes tes sentiments et ce que tu as vécu. On est très fiers de toi et tu es la plus belle des mamies. Oh. C'est qui cette petite là? C'est mes neveux et mes nièces. Ce ne sont pas vos enfants à vous? Non, c'est mes grandes sœurs, les enfants de mes grandes sœurs. Trop mignon. Maline, cette petite fille là. Ah oui, oui. Hein? Ah oui, oui. Elle devrait faire de la télé, elle. Hein? Ah oui, alors oui. Oui, alors elle, oui, il n'y a pas de souci. Bon, alors ils ont envie de retrouver leur mamie souriante. Oui, mais alors, en parlant du sourire, il faudrait aussi que je trouve un dentiste. Un dentiste. Bon, écoutez, vous savez quoi? Ils sont ouverts le samedi parce que... Dominique, vous savez quoi? Les dents qui sont déchaussées. Et oui, ça aussi, c'est l'une des conséquences. C'est un problème de... Les dents qui sont toutes déchaussées, là. Et... Bon. Alors, mais je savais pas ça, vous voyez, sur les photos d'avant. Ouais. Vous allez nous faire la liste de tous les besoins que vous avez. Hein, et puis, on va regarder quels sont les spécialistes ouverts le samedi. Et c'est sûr qu'il y en a. Hein. Non. Bon, si, il y en a. Il doit bien y avoir des psys ouverts le samedi. Hein. Samuel. Oui, bien sûr qu'il y en a. À Toulon, il doit y en avoir. Alors, Eugénie, vous avez évoqué vos 5 enfants en début d'émission. D'abord, bravo. Hein, 5 enfants. Il y a combien de différences entre chacun d'entre eux? 18 ans. 18 ans entre la première et le dernier. 18 ans. Oui. Alors, ce sont eux qui vous donnent envie de vous lancer dans cette opération, j'imagine. Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous ne pouviez... Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire avec eux. Voilà, le shopping avec la grande, la piscine avec la petite, le vélo, tout... Alors, ils sont dans le public, hein, vos enfants, votre mari, vos enfants. Il y a un message que vous souhaitiez transmettre à vos enfants, lequel? Donc, moi, je voudrais leur dire merci déjà. Merci de quoi? Du soutien, tous les jours. Et puis qu'il faut foncer, quoi qu'il arrive, il faut se reprendre en main, pas attendre. Il faut y aller. Et ça, vous le dites à vous? Oui, aussi, oui, voilà, c'est pour ça, c'est la raison de mon opération. Je me dis à un moment, stop, il faut
Et votre mari est très ému, il est là aussi avec nous, il s'appelle comment? Salem. Salem. Vous aviez envie de lui dire quelque chose, Salem? Que je l'aime et que je le soutiens, quoi. C'est la moteur. Il a l'air gentil. Oui, c'est sûr, on peut compter. Je peux compter sur lui à n'importe quel moment. Mes enfants, c'est mon moteur. Bah oui, il a l'air gentil, il est tout ému et on sent à quel point il est là pour vous soutenir. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, l'opération. Il y a des risques, on sait, on en a parlé ensemble avec les enfants. Mais il faut penser à demain, il faut avancer. Il faut, Peut-être on pourra vous suivre avec nos caméras. Oui, je voudrais bien revenir, oui. C'est vrai? Oui. Vous voudriez revenir sur l'autre plateau? Oui, là-bas, ça, pour ou nous me donner de suivre, vos nouvelles? oui. C'est prévu pour quand, cette opération? Normalement, avant l'été, normalement. Oui, normalement, oui. J'espère. Bon, on vous souhaite bon courage. Merci. Un conseil de Jessica, peut-être? À Eugénie? Vraiment de Camille? suivre le protocole, prendre soin de toi et avoir des objectifs. Voilà, et respecter le suivi. Oui, c'est Voilà. vrai que... On a bien compris à quel point c'était important. Camille, on n'a pas parlé du suivi après l'opération. Ça a été important pour vous aussi? Je suis encore suivie actuellement et ça fait 3 ans et demi. Voilà. Et vous en avez besoin de ce suivi? C'est juste un suivi médical, pas psychologique, juste médical, des prises de sang, la TOGD, mais je suis encore suivie. Et vous n'avez pas eu de suivi psychologique? Non. Avant, oui. Après, non. Pas besoin ou pas envie? J'en ressentais pas le besoin. Vous avez l'air d'avoir un sacré caractère. J'ai un sacré caractère. J'ai l'impression. Bon. Oui. Ouais. Dominique, une petite liste, là, en plateau. Bon courage. Puis, je pense que vous avez bien fait de venir. Et puis, nos spécialistes vont vous réserver une petite consultation particulière, je pense. Merci. Merci beaucoup. À vous trois, messieurs. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminin chaque fin de semaine. Et on se retrouve dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue. Nous allons retrouver Olivier ainsi que Barbara et Frédéric. Avec eux, nous allons parler éducation. Et vous allez le voir, ce sont deux mondes qui s'opposent. À tout de suite. Merci. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Nos principes d'éducation sont le travail, la droiture, le respect des autres. Pour moi, c'est zen attitude. En matière d'éducation, ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Pour Olivier, directeur du pensionnat de Tersac, ce sont les règles avant tout. Normalement, vous attendez que Marie soit assise avant l'autorisation de manger. Tenez-vous droit, monsieur. Vous arrêtez votre téléphone, s'il vous plaît, monsieur. Savoir se tenir à table, c'est quelque chose qui me semble très important. La galanterie, le respect des jeunes filles, et il y a beaucoup d'autres choses. À l'inverse, chez Annabelle... C'est ma place, c'est la mienne. De toute façon, il peut pas. Allez, tu peux pas. Enlève ta graisse. Barbara. Ah, purée. Allez, mange. T'as vu si on n'a pas la pêche, les vieux, là, comme tu dis, là? Regarde. Regarde. Deux méthodes qui s'opposent, mais laquelle aura votre préférence? Pour vous faire une idée, rendez-vous dans quelques minutes. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, deux témoignages qui ont ému toute la rédaction. Pendant combien de temps avez-vous essayé d'avoir un enfant avec votre mari? On a essayé pendant 10 ans. Nous portons tous les deux un gène. À cause de ça, nous avons déjà perdu 2 enfants. C'est dur. C'est pas facile. De belles histoires de solidarité. J'étais prête à le faire pour elle. Qu'elle soit heureuse et qu'elle ait une grossesse. Ça m'est venu tout de suite à l'idée, je suis allée la voir et puis je lui ai dit bon bah écoute, la solution elle est là, donc on y va. Le don qu'elle fera ne vous est pas destiné. Non. Il ne peut pas y avoir de lien de filiation connu. L'anonymat doit être absolument préservé pour ne pas créer des relations faussées plus tard. Et de très belles nouvelles. La donneuse avait donné 2 embryons. Il y en a un que j'ai perdu et le deuxième qui s'est accroché, donc qui est là aujourd'hui. Ma fille est venue avec une semaine de retard. C'était irréel. Hein. Moi, j'en suis trop heureuse que j'ai pu faire plaisir à 1 ou 2 ou même 3 mamans.